Oui, c'est quelque chose que j'ai vécu, mais en tout cas, j'en ai pas été témoin, ou en tout cas, je m'en souviens pas, ou j'en suis pas sûre, puisque je ne l'aurais pas entendu. J'aurais pas entendu ce que des contes peuvent dire par rapport à un moment d'exposition, etc. Mais je l'ai vécu, moi, à proprement parler, par rapport à un tableau qui s'appelle Malgré la différence. Ces tableaux étaient accrochés à une exposition à la Conciergerie à Paris en 2013. Et ce tableau, malgré la différence, représentait donc représente deux personnes. Donc l'un du Ku Klux Klan, habillée en tunique toute blanche, et l'autre, une musulmane, habillée en burqa noir, avec un fond rouge orangé. Voilà. Et par rapport à ce tableau, ça a effectivement provoqué des commentaires assez virulents. Mais je reviendrai plus tard. Là, j'aimerais revenir, on va dire, à la race humaine, parler de la race humaine. Alors, est-ce qu'être sourd, c'est pas une race, être sourd, hein. La surdité, c'est pas une race. Et la surdité peut être génétique, oui. Et elle peut ne pas l'être, hein. Alors bon, les sourds sont considérés de par les médecins comme des handicapés, mais nous, en tant que sourds, c'est pas quelque chose qu'on vit de cette manière-là. Moi, je suis née sourde. C'est pas une surdité génétique. C'est ma mère, lorsqu'elle m'attendait, lorsqu'elle était enceinte, elle a chopé un virus. Et ce virus a fait que je n'entends pas. Voilà, mais je n'ai aucun grief vis-à-vis de ma mère. Je la pardonne totalement. Pas de... Donc là, j'ai parlé des sourds. Et pour revenir à ce tableau, pour moi, il y a du crétinisme là-dedans, c'est-à-dire des gens qui mettent les choses dans des cases, qui ont des préjugés, voilà, et qui ont des clichés, voilà, véritablement. Et finalement, tout ça, ça provoque l'aplatissement de l'intelligence. Ça part dans tous les sens au niveau des débats pour finalement n'arriver à aucune conclusion. Voilà. Et ça finit par être finalement des critiques, on va dire, personnelles, des reproches personnels. Les gens parlent beaucoup, et souvent ils parlent beaucoup sans connaître. Et voilà, quand on maîtrise un sujet, on peut en parler différemment, mais souvent les gens ne maîtrisent pas un sujet et en parlent. Donc alors ils vont dire oh, c'est beau ou ce n'est pas beau. Voilà, ça peut être dangereux, ça part vite en tout cas. Et je remettrais à ces gens vraiment le trophée de la médiocrité, quoi. Et moi, j'ai reçu des commentaires assez insultants par rapport à ça. On m'a traité de raciste, d'anti-musulman, d'islamophobe. On m'a dit aussi que, étant sourde, je profitais de ma surdité, que j'utilisais ma surdité, en fait, pour être connue, pour vendre des tableaux. Et par rapport à ce tableau, malgré la différence, pour moi, j'avais dessiné deux personnes, voilà, et on m'avait dit en fait que c'était très très bête et que c'était, qu'en tant que sourde, j'étais simple d'esprit, voilà. Mais pour moi, ça n'avait rien à voir avec tout ça, c'est-à-dire, et je me dis pourquoi on ne m'a pas posé la question sur l'origine de ce tableau. Les gens se sont avancés et ont dit des choses sans que je puisse argumenter, sans que je puisse répondre aux questionnements qu'ils avaient. Donc, alors, comment est arrivé ce tableau? C'est quoi le début de l'histoire? J'étais dans un magasin de sport, Decathlon, et à ce moment-là, moi, il y a quelqu'un qui cherchait une pièce pour gonfler en fait un matelas, enfin, voilà, un gonfleur matelas, et donc je cherchais moi une pièce et c'était une personne à côté en burqa qui d'un seul coup s'adresse à moi. Et là, je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Elle comprend que je ne comprends pas. Elle soulève sa burqa et elle me dit oh, « Qu'est-ce que je peux choisir comme gonfleur? J'ai un matelas. » Tout ça en mime. Hein. Et donc, de là, moi, je lui réponds. Et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir et c'est de là qu'est né ce tableau, tout simplement. Tout simplement parce que pour les sourds, un visage non expressif est un visage non communicant.
Et ça, c'est gênant, c'est non communicant quand il n'y a pas d'expression. Donc, on a besoin de voir un visage pour savoir ce qu'il en dit. Moi, je comprends les gens en regardant leur visage par rapport à l'expression, pleurs, tristesse ou autre, et je lis sur les lèvres. Donc, voilà. Par rapport à la deuxième question, le mot d'intersectionnalité, c'est un mot auquel je vais attribuer un signe provisoire qui va être celui-là, intersectionnalité. Voilà. Le fait d'être doublement opprimé, voilà. C'est pas un mot que je connais très bien, que je maîtrise très bien. C'est un mot très spécifique, qui est spécifique au domaine des sciences humaines et des sciences naturelles. Voilà. Moi, je suis artiste et je ne me vois pas comme une artiste femme, une femme artiste. Je peins, en fait. Je peins. Je peins et je prends voilà, ce qui est important pour moi, c'est le lien avec la toile, de peindre, d'être dans le lien avec les images, avec ce que représente la toile, mais je ne réfléchis pas particulièrement. Il arrive parfois que je joue avec les mots, voilà, sans que ce soit trop intellectuel non plus, hein, je peux jouer avec les mots. Pour revenir à la surdité, je ne suis pas vraiment sûre que la surdité ait un lien avec ma peinture. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la surdité, il est possible qu'elle influence le moral, qui lui est relatif à l'esprit et qui est relatif à la pensée. Donc oui, c'est pour ça d'ailleurs que le monde des sourds existe, que c'est un monde et que c'est une culture aussi. Par rapport aux inégalités hommes-femmes dans le monde des sourds, elle est peu existante dans le monde des sourds, cette inégalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rejoint hommes et femmes dans un même combat, et un combat qui date il y a plus de 140 ans. On milite pour la même chose. On milite pour deux choses. La première chose, c'est une intégration dans le monde entendant, c'est-à-dire une égalité sourd-entendant. Et la deuxième chose, qui me semble être la chose la plus importante, c'est la reconnaissance de la langue des signes française. Alors pourquoi tout ça ? Pourquoi cette reconnaissance ? Il faut revenir un peu à l'histoire, à savoir en 1880. Il faut savoir que la langue des signes a été proscrite, interdite, lors d'un congrès à Milan, le congrès de Milan. Et lors de ce congrès à Milan, en 1880, il y a eu beaucoup d'entendants présents. Il y a eu 255 personnes à peu près qui étaient présentes, des Français italiens majoritairement, quelques personnes qui venaient de l'international, mais quelques Américains ou Allemands, mais peu. Et l'objectif de ce congrès était de promouvoir la méthode oraliste et de mettre de côté, de bannir la langue des signes, en disant, voilà, c'est mieux qu'il n'y ait pas de langue des signes, il faut mieux faire parler les sourds, ça leur fera accéder à des meilleurs niveaux, voilà. Et donc, ils ont réussi à imposer une méthode oraliste. Et la langue des signes, c'était la langue, on va dire, des singes, la langue du mime, la langue... voilà. Donc, une langue bannie. Donc, quand on regarde sur ces 255 participants, il y avait 3 sourds. Seulement 3 sourds. Le reste, ce n'était que des entendants. Donc, voilà, ces 3 personnes sourdes... qui étaient des gens qui avaient fait des études, ont réussi à arriver dans ce congrès, hein, sans y être forcément invités, mais ils n'ont pas réussi à s'y imposer. Il y avait des députés, il y avait l'État, il y avait des professeurs dans ce congrès, il y avait des prêtres, hein, qui avaient un pouvoir énorme. Et donc ces 3 sourds
Ils n'ont pas pu prendre le pouvoir à ce moment-là ou avoir une place. Et les conséquences de tout ça ont été très graves pour les générations qui ont suivi, les générations de sourds qui ont suivi. Pas d'accessibilité, pas de langue des signes dans les écoles, hein, en France, donc pas de langue des signes dans l'éducation. Hein. Et les conséquences de tout ça, c'est des troubles identitaires, c'est des troubles du langage, et c'est des limites dans l'apprentissage, et un isolement. Donc, le fait d'un moment donné de ne pas pouvoir partager la langue, de ne pas pouvoir être dans cette langue, ça crée l'isolement. C'est pour ça qu'on se bat. Tous, on se bat dans cette même direction. Et depuis donc longtemps. Je dirais que, on peut dire qu'enfin, il y a eu un moment, le 11 février 2005, le décret de la loi du 11 février 2005, qui reconnaît la langue des signes comme une langue à part entière. Voilà. Oui. Mais ce qui manque, c'est une déposition juridique, c'est-à-dire des droits et des obligations par rapport. C'est un droit d'avoir la langue des signes, et donc une obligation qu'elle soit dans les écoles. Et ça, on n'y est pas encore. C'est pour ça qu'on continue encore notre combat. Et ce qui est vicieux, ce que je souhaiterais rajouter parce que c'est vicieux, c'est l'implantation cochléaire. L'implantation cochléaire massive, hein, qui est vendue à foison, les implants, bon, c'est beaucoup d'argent tout ça. Hein. Donc implanter des enfants sourds, une implantation d'enfants sourds, de bébés sourds, de petits et petits sourds. Les médecins croient que cette implantation cochléaire est la meilleure solution pour qu'un sourd puisse vivre, grandir. Et donc c'est un argument qui est facile à faire entendre aux parents qui sont, quand ils voient un enfant sourd, dans la panique. Donc ils arrivent à argumenter pour vendre, en tout cas, leur implantation, enfin cette implantation. Donc il serait important par rapport à ça, il y a une véritable information exhaustive et claire. Là on est encore dans quelque chose qui n'est pas clair. Et je souhaiterais aussi dire, et je vais essayer d'être assez brève par rapport à ça, hein, de ne pas faire trop long. Il n'y a pas longtemps, à l'Institut Pasteur, donc, qui est un institut de recherche médicale, et puis il y a le CNRS, hein, le Centre de recherche, le Centre national de recherche scientifique. Ils ont fait en fait... Ils cherchent à faire disparaître le gène de la surdité. C'est expérimental, hein, donc c'est expérimental sur des souris, donc des souris sourdes, et donc ils injectent là 2 virus, ce sont des virus modifiés, dans l'oreille, donc dans la cochlée en fait. Ici, c'est comme la petite cloche hein, qui est à l'intérieur de l'oreille. Donc, c'est une nouvelle technique de réparation, formidable, donc pour réentendre. Je ne vais pas faire long hein, par rapport aux étapes. Voilà. Mais, donc, ces 2 virus modifiés qui s'appellent adénovirus. Voilà. Donc, voilà, après, les gens pourront chercher de leur côté, mais je souhaitais leur donner le nom de ce nom-là. Et donc pour enlever le gène de la surdité. Donc ça génère des inquiétudes quand même. Je comprends qu'on puisse faire des recherches par rapport aux gens qui entendent moins du fait de la vieillesse, du fait de la perte de l'audition. Ça, d'accord. Mais ce qui m'inquiète, c'est des recherches, voilà, c'est de rechercher l'enfant parfait. De vouloir à un moment donné, si on réussit à réparer, j'utilise le mot de réparer la surdité, on répare les sourds, mais qui seront les prochains? C'est la question que je pose. Donc il faut être vigilant à ça. La surdité n'est pas une maladie. Être sourd, ce n'est pas être malade. Donc voilà. Par rapport à cette 3e question, sur l'inégalité ou l'égalité, je me souviens d'un livre qui a été écrit sur l'art,
C'est un peintre du 19e siècle qui s'appelle Ingres. Donc il encourageait en fait la France, Ingres, parce que la France encourageait beaucoup les artistes, les peintres étrangers, plus que les peintres français. Et aujourd'hui, je dirais que ça n'a pas beaucoup changé. Encore aujourd'hui, sur la scène française, on voit beaucoup d'artistes étrangers encouragés et peu d'artistes français. Alors je me demande pourquoi et si ce serait possible qu'en France, on encourage véritablement les artistes français et ouvrir la porte à ce moment-là aux femmes artistes, qu'elles puissent avoir leur place aussi. Voilà. Par conséquence, si on encourage les artistes français, les femmes suivront. Je ne comprends pas ce déséquilibre qui est très fort et qui franchement me fout les boules. Je ne comprends pas. Mais bon. Par rapport à un philosophe qui est très très misogyne, qui s'appelle Schopenhauer, donc, que je signerai comme ça, Schopenhauer, lui, il a écrit un essai sur les femmes. Et donc, il y a une phrase dans cet essai qui dit « Les femmes n'ont ni le sentiment, ni l'intelligence des arts plastiques. » Bon. D'accord, paf, allez, on le prend, poubelle. Et ça, beaucoup de gens pensent comme lui. Beaucoup de gens pensent comme Schopenhauer. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que ce même Schopenhauer se tire en fait une balle dans le pied, parce qu'il a écrit un autre livre. Donc, le premier essai sur les femmes a été écrit en 1851, et donc le second livre là, dont je vous parle, en 1864, qui s'intitule « L'art d'avoir toujours raison ». Et donc, il écrit dans cet ouvrage 36 stratagèmes, donc ruses habiles, qui mènent à un combat rhétorique. Il guide en fait les lecteurs, il aide les lecteurs à ne pas reculer, on va dire, devant la mauvaise foi, les vices de la raison, lorsqu'on est dans un débat. Voilà, ne pas reculer et avoir l'argumentaire qu'il faut. Voilà. Tenir position. Alors j'ai lu tout ça et je vais prendre le stratagème numéro 25. Ce stratagème, il dit, en fait, c'est contrer les généralisations de votre opposant. Voilà, donc bon, quelqu'un qui va dire c'est comme ça, c'est la généralité, c'est comme ça. Alors, comment répondre à ça? Alors par exemple, quelqu'un qui va dire concernant les animaux, tous les ruminants ont des cornes. Alors, cette expression peut être réfutée par le cas unique des chameaux. Ce sont des ruminants. Voilà. Alors, si on revient sur les femmes, donc cet essai des femmes, et c'est l'essai Les femmes qu'il a écrit, est-ce que ça peut être réfuté? Bien sûr, parce que toutes les femmes sont uniques, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Donc, voilà. C'est pour ça que par rapport à ces inégalités, je trouve ça vraiment grave, injuste et incompréhensible. Voilà. Il y a beaucoup de femmes talentueuses, beaucoup, qui ont leur place, mais voilà, bon, c'est comme ça. Alors non, je ne suis pas féministe, mais je suis humaniste. Car moi j'ai grandi dans le monde des sourds, et dans ce monde des sourds, il y a peu d'inégalités hommes-femmes. Peu. Donc je l'ai peu vécu. Beaucoup de femmes ont des places importantes, ce sont des militantes comme Chantal Lienel, qui est une comédienne célèbre, qui elle est une grande militante, qui a beaucoup fait bouger les choses pour les sourds. Emmanuelle Laborie également, qui elle est une militante aussi, qui se bat beaucoup pour la langue des signes. Donc moi j'ai l'habitude de voir des femmes qui ont cette place-là dans mon monde, et les hommes ont l'habitude de voir les femmes, les hommes sourds aussi ont l'habitude de voir les femmes sourdes qui ont une place politique, qui ont une place sociale, qui ont des droits politiques, donc voilà.
C'est pour ça que je me définis comme humaniste plutôt. Mais tout de même, je tiens à remercier énormément les générations de féministes qui ont beaucoup lutté pour nos droits, qui nous ont permis ces droits aujourd'hui, droit de la liberté. Donc je tiens à les remercier. Moi, je suis née avec ces droits-là. Et si je suis artiste aujourd'hui, peut-être que je n'aurais pas pu l'être avant. C'est aussi, j'aurais pas pu m'exprimer de la même manière. Donc je tiens à les remercier. Et pour ce qu'elles continuent à faire, parce que ce n'est pas fini. Des événements continuent, des manifestations, les femmes continuent à militer, car il y a encore des injustices, il y a encore de la discrimination qui perdure, mais c'est un peu vicieux, c'est souterrain. Mais voilà, on ne les voit pas de la même manière, mais ça existe encore. Donc voilà, et du coup, et donc des pas justice, et on a encore un petit peu, voilà, on nous met encore un doigt dans le cul, hein, d'une certaine manière, et il faut encore à un moment donné, hop, quand on l'a dans le cul, c'est trop tard en fait. Quand on le ressent, ça devient trop tard et on réagit donc parce que comme c'est vicieux, voilà. Donc c'est sous une autre forme, mais ça perdure. Par rapport à ces manifestations, ces mouvements, ce sont des événements qui me semblent très importants, très pertinents, parce que du coup, ils expliquent les choses, ils font avancer les choses. Il est important de faire avancer, qu'il y ait une restauration. Une grande restauration pour changer véritablement les choses. Grâce à ces femmes féministes qui se battent pour la liberté, et là on parle de droit, on parle de politique, hein, pour donner en fait une égalité, un équilibre au sein de cette République. Avant, les hommes avaient une place énorme et les femmes avaient une place minime. On arrive aujourd'hui quand même à quelque chose d'un peu plus équilibré, comme la loi de Gaïa, la loi de la nature. Donc il faut trouver une forme d'équilibre. On se mange les uns les autres, on trouve une forme d'équilibre. Donc c'est pas fini, on est encore dans quelque chose d'assez... voilà. Donc il faut continuer à se battre. Et donc, je ne suis pas féministe, je suis humaniste, mais je participe quand même à ces mouvements féministes.